Voici l'explication linéaire d'un texte de La Bruyère qui est au programme pour ces prochaines années. C'est un extrait du livre 8 intitulé De la cour et qui commence par l'expression l'on parle d'une région. On rappellera donc que dans son ouvrage Les caractères, qui est écrit entre 1688 et 1696, qui s'inspire de l'auteur grec Théophraste, La Bruyère, auteur moraliste du XVIIe, donc qu'on rattache au classique, décrit et critique les travers de la société de son époque, et notamment la société aristocratique. Je propose comme problématique de montrer comment l'auteur fait une critique de la cour de Versailles en adoptant le regard extérieur d'un ethnologue qui étudierait une civilisation étrangère. On poursuit avec la lecture du texte qui peut être interrompue par l'examinateur si le texte est trop long. L'on parle d'une région où les vieillards sont galants, polis et civils. Les jeunes gens, au contraire, durs, féroces, sans mœurs ni politesse. Ils se trouvent affranchis de la passion des femmes dans un âge où l'on commence ailleurs à la sentir. Ils leur préfèrent des repas, des viandes et des amours ridicules. Celui-là chez eux est sobre et modéré, qui ne s'enivre que de vin. L'usage trop fréquent qu'ils en ont fait le leur a rendu insipide. Ils cherchent à réveiller leur goût déjà éteint par des eaux de vie et par toutes les liqueurs les plus violentes. Il ne manque à leur débauche que de boire de l'eau forte. Les femmes du pays précipitent le déclin de leur beauté par des artifices qu'elles croient servir à les rendre belles. Leur coutume est de peindre leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils et leurs épaules, qu'elles étalent avec leurs gorges, leurs bras et leurs oreilles, comme si elles craignaient de cacher l'endroit par où elles pourraient plaire ou de ne pas se montrer assez. Ceux qui habitent cette contrée ont une physionomie qui n'est pas nette, mais confuse, embarrassée, dans une épaisseur de cheveux étrangers qu'ils préfèrent au naturel et dont ils font un long tissu pour couvrir leur tête. Il descend à la moitié du corps, change les traits et empêche qu'on ne connaisse les hommes à leur visage. Ces peuples d'ailleurs ont leurs dieux et leurs rois. Les grands de la nation s'assemblent tous les jours à une certaine heure dans un temple qu'ils nomment Église. Il y a au fond de ce temple un autel consacré à leur Dieu, où un prêtre célèbre des mystères qu'ils appellent saints, sacrés et redoutables. Les grands forment un vaste cercle au pied de cet autel et paraissent debout, le dos tourné directement au prêtre et aux saints mystères, et les faces élevées vers leur roi, qu'on l'on voit à genoux sur une tribune, et à qui il semble avoir tout l'esprit et tout le cœur appliqués. On ne laisse pas de voir dans cet usage une espèce de subordination, car ce peuple paraît adorer le prince, et le prince adorer Dieu. Les gens du pays le nomment, il est à quelques 48 degrés d'élévation du pôle et à plus d'1100 lieues de mer des Iroquois et des Hurons. Alors vous voyez que j'ai euh, fait des traits qui permettent de distinguer les différentes parties, les différentes unités de sens. Donc ça permet de dégager le mouvement, hein. On a tout d'abord une description de la cour de Versailles à travers sa jeunesse, une critique de sa jeunesse. Ensuite, on a une satire des femmes de la cour. La Bruyère poursuit avec la satire de la mode des perruques et enfin ce regard d'ethnologue se porte sur le rituel de la messe, hein, auquel assistent les grands. Voilà, donc je vais démarrer. Je vous rappelle que les titres se soulignent, ce que je n'ai pas fait si vous écrivez à la main, et qu'ils sont en italique si vous êtes sur un traitement de texte. Donc l'auteur commence par décrire la cour de Versailles sans la nommer, hein, en la désignant avec ce déterminant indéfini une région, et cela lui permet d'aborder tout d'abord le thème de la jeunesse. Donc voilà, on a quelque chose d'assez indéfini avec le pronom on, avec le déterminant une. La Bruyère fait donc semblant de décrire un pays étranger, hein, pour mieux en faire la satire. C'est un procédé assez courant. On trouve le présent qui permet de décrire. Nous avons donc souligné en jaune une antithèse qui oppose les vieillards et les jeunes et qui va permettre d'établir une satire de la jeunesse en termes péjoratifs. Cette jeunesse s'oppose à la jeunesse d'autres pays qui est désignée par l'adverbe ailleurs.
Donc l'antithèse galant, poli, civil, qui s'oppose à dur, féroce, sans mœurs ni politesse. Tout cela est évidemment péjoratif, avec des formulations qui sont des négations, hein. On rappelle pour la négation, qui pourrait être une question du texte, que la préposition sans, la conjonction de coordination ni sont des marques de la négation. La parataxe avec les deux points ici souligne l'étrangeté de cette jeunesse, hein, qui agit de façon contre nature et qui préfère les plaisirs de la bonne chair, écrit ainsi, c'est-à-dire les plaisirs de la table, aux plaisirs de la chair, c'est-à-dire les plaisirs sexuels. Donc il leur préfère des repas, des viandes et des amours ridicules qui sous-entend leur homosexualité. Cette étrangeté de la jeunesse qui préfère manger plutôt que s'adonner au plaisir des relations charnelles se poursuit dans un usage excessif et immodéré de l'alcool. On a une formulation emphatique ici, hein, qui met en valeur celui-là, hein, le pronom démonstratif. Celui-là chez eux est sobre et modéré, avec ces deux adjectifs qui sont donc mis en début de phrase et mis en valeur, qui ne s'enivre que de vin, avec une opposition, hein, sobre et modéré, qui s'oppose à s'enivrer, hein. Donc, et on a une négation restrictive, ne que, donc pour montrer que les jeunes gens sont très excessifs dans leur usage de l'alcool. Et du coup, par ces abus, la jeunesse semble avoir les sens anesthésiés, comme le montre l'adjectif avec un préfixe négatif insipide, ou bien l'expression réveiller leur goût déjà éteint. Là encore, éteint a une, comment dire, donne une idée négative comme insipide, et cela entraîne à une escalade dans la recherche de l'ivresse, comme le montrent les termes que j'ai mis en rouge, eau de vie, les plus violentes, l'hyperbole, débauche qui est péjoratif évidemment, et l'eau forte qui désigne de façon métonymique en fait l'acide nitrique avec lequel on faisait des eaux fortes, qui est une technique de peinture. Voilà, donc une jeunesse qui agit de façon contre-naturelle, hein. On rappelle que le naturel est une valeur clé du classicisme et qui désigne évidemment la jeunesse de Versailles, même si elle n'est pas nommée. On passe ensuite à la satire des femmes de la cour, hein, avec du pays. Donc toujours ce procédé qui consiste à décrire la cour de Versailles comme si c'était un pays étranger. L'antithèse précipite le déclin de leur beauté. Donc on a déclin et beauté, hein, et puis à les rendre belles, tout cela s'oppose, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de se mettre en valeur qui en fait aboutit à un résultat contraire, le déclin de la beauté. Donc inefficacité ici des artifices utilisés par les femmes, hein, tout cela souligné également par le verbe croire qui montre bien qu'elles sont en erreur, hein. Elles croient servir à les rendre belles. Donc ces artifices sont inefficaces. Et ces artifices sont ensuite développés. Il s'agit à la fois de dévoiler leur corps avec le verbe étale et en même temps de façon assez contradictoire de le recouvrir, de le cacher, de le modifier avec le verbe peindre, hein, qui désigne du coup tout ce qui est maquillage, peindre leurs lèvres, leurs joues, etc. On a ensuite une comparaison hypothétique, comme si elle craignait de cacher l'endroit par où elle pourrait plaire ou de ne pas se montrer assez, qui souligne comme le verbe croire l'erreur de ces femmes, hein, puisque tout cela est inutile. Et donc on a bien une satire de la mode féminine de la cour qui étale le corps des femmes, qui le montre en spectacle, hein, avec ce verbe ne pas se montrer assez, avec cette négation du verbe montrer et qui évidemment n'aboutit pas à, enfin pour la bruyère, qui est contre-productif. Vient ensuite la satire de la mode des perruques avec un vocabulaire péjoratif. Donc on a toujours, vous voyez, au début des paragraphes en reprise du thème, hein, ce qu'on met en début de paragraphe ou de phrase, c'est ce qu'on appelle le thème.
ceux qui habitent cette contrée, donc toujours l'artifice du pays étranger. Le vocabulaire ici est péjoratif, avec un champ lexical de la confusion et de l'artifice, pas net, confuse, embarrassé, étranger, naturel, l'étranger qui s'oppose à naturel dans une antithèse. Et on a une périphrase qui désigne sans les nommer les perruques, hein, un long tissu pour couvrir leur tête. Donc ce qui est critiqué ici, c'est l'utilisation d'accessoires excessifs, hein, ridicules, qui vont avoir hein, une fonction de masque, lequel masque va à l'encontre, là encore, de l'idéal classique, du naturel, de l'authenticité. Donc ce masque hein, est donc l'excès de ces perruques est montré par la grandeur excessive, hein, la moitié du corps, et puis le champ lexical du masque se retrouve dans les expressions suivantes: change les traits qu'on ne connaisse les hommes, hein, donc cette perruque comme le maquillage des femmes, a vocation de recouvrir, de transfigurer le corps de façon artificielle. Donc, on poursuit avec ce regard de l'ethnologue hein, qui se voit avec le premier mot du texte, ces peuples. Et cette fois, ce qui va être décrit, c'est le rituel de la messe auquel assistent les grands, c'est-à-dire les aristocrates les plus proches du roi. Donc on retrouve ce regard faussement naïf qui décrit un rituel étrange à l'aide de périphrases, les grands de la nation, dans un temple qu'ils nomment église, des mystères qu'ils appellent saints, sacrés et redoutables. Voilà, donc tout cela montre que l'auteur fait semblant d'être extérieur, de ne pas comprendre ce rituel. Ce qui est souligné ici, c'est l'étrangeté de ce rituel dans lequel les aristocrates tournent le dos à l'autel et aux prêtres hein, pour regarder le roi qui semble du coup se substituer à Dieu et être l'objet de l'adoration. Donc finalement, les grands n'adorent pas Dieu, mais ils adorent le roi qui lui-même adore Dieu, ce qui est expliqué par la dernière phrase: on ne laisse pas de voir dans cet usage donc usage montre encore l'idée d'une coutume un peu exotique, une espèce de subordination, on pourrait le mettre aussi en périphrase, hein, espèce de subordination, car ce peuple paraît adorer le prince et le prince adorait Dieu. Et donc on a un chiasme qui souligne cet enchaînement un peu étrange d'adoration. Donc la dernière phrase que je viens de lire est de tonalité didactique, hein, puisque c'est comme si l'auteur, le narrateur expliquait à ses lecteurs le sens de ce rituel étrange, donnait une clé de compréhension hein, avec ce parallélisme doublé d'un chiasme dont je viens de parler. Le but du passage étant de donner un aspect étrange et absurde à un rituel qui lui est traditionnel, hein, qui est connu de tous, et tout cela en le décrivant à la manière d'un ethnographe qui découvrirait un peuple étranger. La chute est humoristique, il y a très souvent une chute humoristique chez La Bruyère. On fait passer pour mystérieux un endroit qui est reconnaissable de tous, et tout cela en jouant sur les codes du récit d'ethnologue, puisqu'on a, alors que tout le monde évidemment a reconnu que l'on décrit la cour de Versailles, malgré les astérisques qui sont ici, on a des coordonnées géographiques qui permettent de parodier finalement le récit d'ethnologue, hein, 48 degrés d'élévation du pôle, donc ça c'est la latitude, et plus de 1100 lieues de mer, qui permet de faire référence aux peuples amérindiens, iroquois et hurons, hein, qui sont justement un objet de curiosité à l'époque de la Bruyère. On peut penser d'ailleurs à Montaigne, hein, qui dans des cannibales ou des coches, décrit ces peuples tout juste découverts à cette époque en montrant la curiosité qu'ils suscitent chez les Européens.
Donc en conclusion, dans cet extrait, l'auteur feint de décrire un pays étranger à la manière d'un ethnologue, hein, on peut penser du coup à Montaigne dans ses essais, et cela permet de mieux faire ressortir les comportements ridicules ou absurdes des courtisans de Versailles, que ce soit les jeunes qui s'adonnent à des excès de vin, les femmes qui se maquillent de façon outrancière tout en voulant dévoiler un maximum de leur corps, les perruques ou bien les grands, hein, qui se comportent de façon étrange à la messe en adorant le roi plutôt que Dieu. Voilà, j'espère que tout cela vous aura permis de mieux comprendre ce texte et de réviser pour le bac. Bon courage, à bientôt.